Salut Catherine, salut Pablo. Salut. Salut. Bon, alors hier, j'ai dit qu'on ferait sans doute un débrief quasiment tous les jours, mais il y a énormément de choses dans l'actualité. On pourrait évidemment commenter cette démission remise par Elisabeth Borne, qui a été refusée par le président Macron. Macron qui annule le Conseil des ministres, mais Elisabeth Borne qui convoque quand même ses ministres à 14h30. Tout ça est ubuesque, mais nous, on va s'intéresser à la gauche évidemment. Mais d'abord, un mot quand même sur notre débrief d'hier, parce que je faisais état de la situation de regard, de notre fonctionnement gratuit, de nos vidéos, de notre site. Et on faisait un appel aux dons. Et vous nous avez déjà beaucoup écrit. On a reçu des dizaines de mails et de soutien financier. Donc, merci 1000 fois. C'est encore une fois la même adresse que je reformule comme hier. Si vous pouvez nous aider du montant que vous pouvez, c'est très simple. Sur Regard, on a mis en une du site un lien qui vous permet de nous aider. Merci encore. Merci vraiment beaucoup parce que ça nous touche. Alors, on va parler de la NUP parce qu'elle faisait ses premiers pas. Elle fait ses premiers pas au moment même où on se parle. D'ailleurs, elle rentre à l'Assemblée. Apparemment, Aurélie Trouvé et d'autres, Rachel Keke, me dit Loïc Leclerc, à mes côtés, sont en train de danser devant l'entrée de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça est assez joyeux, tout ça c'est assez festif. Hier, on ne peut pas non plus oublier et passer à côté. Il y a eu un petit couac. Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition qui était celle de réunir l'ensemble des groupes de la NUP pour ne former qu'un seul et unique groupe pour faire face au Rassemblement national, qui de fait est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Refus de l'ensemble des autres participants de cette union, donc les socialistes, les communistes et les écologistes ont dit non à Mélenchon. Bon, évidemment, les éditorialistes en sont fait les choux gras en disant ça y est, la NUP est morte-née. Moi, je ne m'exprime pas trop dans les débriefs, mais là, je vais me permettre un petit point parce que je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord tous les trois, mais c'est ça qui est intéressant à regarder, c'est le débat et vous allez nous dire, vous aussi qui nous regardez, ce que vous en pensez. Moi, je trouve personnellement que Mélenchon a peut-être mal agi parce que sans doute, il aurait dû appeler ses petits camarades Olivier Faure, Fabien Roussel, Julien Bayou avant même de faire cette proposition, même si Adrien Quatennens a d'ores et déjà déclaré qu'il avait reçu un appel. Non, Olivier Faure a dit qu'il avait reçu l'appel d'Adrien Quatennens, mais moi je trouve que Mélenchon fait une proposition qui se justifie précisément parce que la donne est nouvelle, même si ce n'était pas le cadre qui avait été négocié avec les partenaires, mais la donne est nouvelle, c'est que le Rassemblement national pèse 89 députés et qu'il peut prétendre à la Commission des finances comme les usages le prévoient à l'Assemblée nationale. Donc c'est le premier point. Deuxième point, j'ai senti quand même Roussel, Fabien, le patron du Parti communiste français, être très vite monté au créneau contre Jean-Luc Mélenchon, comme si il ne pouvait pas y avoir d'entente et d'accord. C'était assez désarmant. Je l'ai entendu ce matin à la radio. Fort, assez étonnant, mais toujours dans la même ligne, toujours unitaire pour tout le monde, trouve des passerelles pour expliquer que Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition, que c'est normal, qu'il y a des discussions, qu'il va y avoir des discussions. Donc franchement, chapeau à lui, il joue le jeu. Mais le bilan, pour moi, c'est quand même que le RN fasse cette division des groupes, même s'il reste une force d'union majoritaire. La NUPES, c'est la première union à gauche et la première union d'opposition au Parlement. Reste que le Rassemblement national reste la première force politique d'opposition au Parlement. À vous. Je ne sais pas, tu peux y aller ? Allez. Bon, moi, je trouve que c'était malheureux parce que le premier jour, on commence par quelque chose, une proposition intempestive, au sens où elle n'a pas été négociée, qu'elle est même contraire à l'accord, puisque l'accord, c'était chacun aurait son groupe, et que donc celle-là, moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas évoluer, mais si on évolue, on ne le fait pas devant les caméras le premier jour. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui ressort de ce premier jour, c'est plutôt des tensions au sein de la NUP, plutôt qu'une dynamique collective. Donc ça, je trouve ça franchement regrettable. Surtout qu'on a plutôt besoin d'avoir quelque chose qui nous porte face à quand même ce qui nous est tombé sur la tête avec ce groupe Front National. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'argument du président de la commission des finances ne tient pas vraiment parce que c'est les députés qui votent et les députés de la NUP n'ont qu'à se mettre d'accord sur un nom pour voter ensemble pour ce nom, et ça sera ce nom qui sera désigné président de la commission des finances. Il n'y a aucunement écrit que c'était quelqu'un issu du plus grand groupe. Donc, tu as raison, c'est comme ça que ça s'est fait depuis 2007. Et j'ajoute une dernière chose, et je vous laisse évidemment parce que j'ai trop parlé, mais j'ajoute une dernière chose, c'est que le Rassemblement national va passer 5 ans à dire que tout ce monde-là s'est mis contre le Rassemblement national pour ne pas lui permettre ce qui a toujours été autorisé au premier jour d'opposition. Je pense que tout le monde s'en fout, moi, de la commission des finances. Juste
aujourd'hui on en parle parce que symboliquement, c'est important qu'il ne l'ait pas, parce que c'est important qu'il n'ait pas cette nouvelle légitimité qui lui serait conférée. Donc il importe qu'il ne l'ait pas, mais une fois qu'il ne l'a pas, je ne crois pas qu'on va passer 5 ans à discuter du président de la commission des finances. Ça, c'est le deuxième point. Donc on peut tout à fait se mettre d'accord pour un président de la commission des finances issu de la NUP, ce que je souhaite et ce qui me paraît une très bonne chose pour la démocratie, pour faire vivre la contradiction au sein de l'Assemblée. Le troisième élément, c'est qu'on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Le Front National est aux portes du pouvoir, véritablement. Et la NUP a suscité a ouvert une perspective. C'est-à-dire que face à cet éclatement de la gauche qui menaçait la gauche de disparaître complètement et politiquement et des institutions, les deux, le fait qu'il y ait eu cette proposition, ça a permis de reprendre un peu pied, de sortir la tête de l'eau. Mais la vérité, c'est que nous sommes quand même dans un niveau extrêmement faible. On est le deuxième niveau le plus faible de toute l'histoire de la Ve République, à peine au-dessus de 2017. C'est-à-dire qu'on a à peine progressé un tout petit peu par rapport à 2017. Je ne parle pas en nombre de députés, parce que ça, c'est les jeux d'alliance. Mais en termes de voix, on est à peine au-dessus de 2017. Donc, on est dans un niveau de grande faiblesse. On le rappelle, 54% d'abstention. C'est-à-dire que non seulement on est très faible en pourcentage, mais si on le rapporte au nombre de voix exprimées, on est encore plus faible. Et si on le rapporte aux jeunes, là c'est la Bérésina avec le taux d'abstention, et si on le rapporte aux catégories populaires, le Front National ne cesse de s'ancrer. Donc la question politique ne peut pas être artificielle, elle ne se jouera pas seulement à l'Assemblée nationale. Les députés ont leur place à jouer dans la vie politique, mais tout ne se jouera pas à l'Assemblée nationale. Et moi je crois, et je termine là-dessus, je crois que nous avons absolument besoin de inventer, réinventer, mettre à jour nos idées, nos pratiques, nous ancrer dans les territoires. Et ce n'est pas tout le monde dans une seule boutique qui réglera le problème. On a besoin de vraiment, comme dirait le camarade Mao, que sans fleurs s'épanouissent et que toutes les idées viennent sur la table, que les propositions soient faites. La petite Mao. Ouais, mais c'est une plaisanterie, tout le monde comprend, mais que toutes les idées soient sur la table et certainement pas de réaligner tout le monde, qu'il y ait 4 groupes et 4 propositions différentes. Il n'y en a aucune qui a trouvé la solution. Il faut qu'on arrive à enfoncer ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire on perd chaque fois un peu plus le monde populaire et on ne convainc pas structurellement et durablement la jeunesse. Petite info, si vous ne suivez pas le compte Twitter de Regard, allez-y parce que notre journaliste Clément Gros fait en ce moment même un live tweet qui sera évidemment visible tout le temps si vous avez pris le chemin en retard, de ses premiers pas des députés de la NUP à l'Assemblée nationale. Donc allez voir ce qui s'y passe, il y a des petites interviews des nouveaux députés et évidemment quelques analyses. Pablo, c'est normal ce qui s'est passé hier finalement, c'est aussi une communication qui se met en place petit à petit, ou est-ce que, comme le dirait notre amie et consoeur Sophie Dravinel, la NUP est mort-née ou RIP la NUP à la toute. Non, mais ça, c'est absolument ridicule. Enfin, je veux dire, des débats en interne dans les groupes, il y en a tout le temps. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, quand Emmanuel Macron disait de Édouard Philippe qu'il était un moins que rien, ou je ne sais pas quoi, qu'ils n'étaient pas égaux, et l'autre répondait, etc. C'est pas pour autant que ensuite la coexistence pacifique, voire l'union en fait entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, même s'il y a des rivalités, n'a pas pu exister. C'est-à-dire que là, effectivement, Christophe Barbier, je ne sais pas qui, sur les chaînes d'information en continu, s'en font les choux gras de ce qui apparaît comme une des premières fissures de la NUPES, mais en vérité, c'est du débat. Après, la question, c'est dans quel cadre ils le font. Là, c'est vrai que le cadre est un peu original, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a fait une déclaration devant la presse un peu intempestive, etc. Mais en fait, ce que ça dit aussi, au fond, c'est que les méthodes de la France insoumise, c'est-à-dire la façon dont fonctionne Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant plusieurs années à la tête, sans vraiment l'être, parce qu'il n'y a pas vraiment de tête à la France insoumise, mais à la tête de la France insoumise, c'est pas exactement comme ça en fait que ça fonctionne à Europe Écologie Les Verts, au Parti communiste et au Parti socialiste. Au Parti communiste, au Parti socialiste et à Europe Écologie Les Verts, quand ils prennent une décision, ça a besoin de passer devant le bureau national et à minima, quand c'est pas devant tous les militants, tous les adhérents en fait de ces partis. C'est comme ça que sont prises les décisions. Il y a des collèges, les gens réfléchissent.
Jean-Luc Mélenchon, il a l'habitude, mais c'est aussi cette versatilité en fait qui lui permet d'être peut-être plus efficace d'un point de vue politique. Mais Jean-Luc Mélenchon, il a l'habitude de prendre un peu ses idées tout seul, et puis ensuite il y a toute la France insoumise qui s'aligne derrière et qui trouve les arguments. On les a vus sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon a fait la proposition, immédiatement toute la France insoumise sur les réseaux sociaux a commencé à trouver des arguments qui parfois, moi, m'ont touché. Enfin, j'ai compris, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas, c'est vrai ce que dit Aurélie Trouvé, c'est vrai ce que dit Quatennens, c'est vrai ce que dit Bompard, etc. La dernière chose, la dernière chose par rapport, je suis complètement d'accord avec Catherine, la politique ne peut pas se réduire à un bâtiment du 7e arrondissement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Enfin, il faut absolument faire de la politique autre part. Ça ne peut pas être les tenants et les aboutissants en fait, de la façon de ce qu'on pense à gauche. Et dernière chose, en fait, la question en fait, qui est sous-tendue aussi, c'est est-ce que la NUPES, ça existe vraiment? Est-ce que c'est une entité à part entière qui a, genre, on va dire, une colonne vertébrale, des objectifs, etc. Je pense que pour l'instant, il y a un programme commun qui a été établi en 13 jours et 13 nuits, comme il le rappelle souvent. Il va falloir lui donner un peu plus de corps que ça, mais encore une fois, le corps en fait, qu'on va donner à la NUPES ne peut pas se réduire à des 100, je ne sais pas combien de députés qui se donnent la main à l'Assemblée nationale. Il faut que ça dépasse ça, il faut lui donner un corps idéologique, un corps militant, et que tout ça en fait, puisse vivre, faire florès et qu'on ait une direction commune. Rapidement, tous les deux, avant de passer à une dernière question qui sera la commission des finances, parce que ce sera un enjeu, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est en train de se dire qu'il a peut-être fait une erreur à ne pas se faire élire député? Bon, moi, je pense qu'il n'avait pas du tout anticipé qu'il y aurait un groupe de 90 députés fachos avec Marine Le Pen. Probablement que c'est quand même pas tout à fait comme ça qu'il avait anticipé le truc, et que donc c'est assez ennuyeux en effet que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas à l'Assemblée, que Marine Le Pen, elle y soit. Ce que je voudrais rajouter une petite chose sur le point précédent, mais qui va aller dans cette direction-là, c'est que la NUP ne peut pas être un accord électoral. Donc ça, Roussel a tort. La NUP, ça doit être plus que ça, mais ça doit être une manière de s'organiser. Moi, ce que je trouve très intéressant dans la NUP, c'est que ça a dégagé les batailles ridicules, c'est-à-dire les histoires de procès en intention des uns contre les autres, etc. Il y a un socle commun qui s'appelle la gauche, qui est une histoire, qui est des combats, qui est des valeurs, etc. Ceci étant… Et des sensibilités différentes. Oui, non, mais oui, mais oui. Le problème, c'est que la totalité de ces sensibilités différentes ont besoin d'inventer la gauche du 21e siècle. Et que donc, qu'on se débarrasse des conneries ridicules qui nous divisent artificiellement, c'est super. Qu'on se mette d'accord sur le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ceci étant, le projet, comme vient de le dire Pablo, c'est-à-dire la réinvention, je dirais, intellectuelle, théorique, c'est pas que ça passe ailleurs, c'est que c'est bien au-delà des 650 mesures qui ont été actées, et que si elles ont été actées si vite, c'est qu'en fait, elles étaient déjà là. Or, on ne peut pas dire que notre gauche soit tout à fait en forme et en état pour affronter la nouvelle époque. Et en ce sens, et c'est là que je rebondis sur ta question, c'est que si Jean-Luc Mélenchon veut travailler à constituer des nouveaux, à apporter de nouvelles idées, notamment autour du think tank dont il avait dit à un moment donné qu'il prendrait la direction. Donc, si Jean-Luc Mélenchon veut s'attacher à ça, mais c'est super qu'il le fasse, et qu'autour de ça, on crée des débats, qu'on crée des convergences ou des divergences, qui est du combat, de la discussion politique, voilà, et que la gauche se nourrisse de ça, mais d'idées nouvelles, de pratiques nouvelles. C'est vraiment de ça dont on a besoin. Moi, les députés, je trouve ça super important. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique en France. Pablo, question posée un peu différemment, mais quel doit être le rôle de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais je sais pas, moi, j'en sais les destins des personnes. Moi, je crois plus que genre à l'histoire des idées, à la façon dont les dynamiques en fait se forment. Et je pense que genre les personnes qui tout d'un coup réussissent à incarner, à personnaliser en fait ces idées, elles sont peut-être pas interchangeables, hein, elles ont un rôle, bien sûr. Je crois au rôle moteur aussi des individus, mais des individus dans leur pluralité, pas juste un monsieur qui pense tout seul dans sa chambre en lisant un livre, quelque chose. Enfin, donc, c'est vrai. C'est pour ça qu'un think tank, c'est intéressant, parce qu'un think tank, c'est pas un monsieur tout seul. C'est un collectif d'intellectuels qui se confrontent et qui travaillent ensemble. Donc, parce que si Jean-Luc Mélenchon, par exemple, reprend l'Institut La Boétie, comme c'était mentionné parfois, il pourrait être en fait à
à la confluence comme ça de différents courants et essayer de créer en fait quelque chose d'unifié. Une dernière chose sur la commission des finances, parce que tout à l'heure, Catherine a dit oui, c'est symbolique. C'est pas que symbolique, la commission des finances. Enfin, le président de la commission des finances a quand même le pouvoir de lever le secret fiscal, qui n'est pas un pouvoir négligeable quand même dans notre… Oui, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que simplement lever le secret fiscal. Notamment, ce qu'il peut dire et qui me paraît être, moi, politiquement extrêmement important, c'est que toute proposition émanant de l'Assemblée qui aurait des répercussions économiques doivent passer par le jugement, l'approbation ou non du président de la commission des finances. Donc, en ce sens, est-ce que faire la retraite à 60 ans, c'est crédible, pas crédible? Le président de la commission des finances sera appelé à donner son avis. Donc, c'est un poste politique. Je ne dis pas que c'est symbolique. Je dis que ça ne peut pas être réorganisé toute la vie politique autour de cette affaire, de cet enjeu du président de la commission des finances. Non, mais alors avant, il fallait être président de la République pour que tout change. Après, il fallait être Premier ministre pour que tout change. Président de la commission des finances. Président de la commission des finances pour que tout change. Non, justement, une dernière question pour tous les deux rapidement. Il va se poser la question si cette présidence revient à la NUP, comme c'est prévu par le règlement. La NUP, en termes de coalition, c'est la première force d'opposition de gauche, même si ce n'est pas le premier parti. Ils vont arriver à se mettre d'accord sur le nom de qui prend la présidence de cette commission au sein de la NUP? Parce que légitimement, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas la France Insoumise, pourrait estimer que celle qui est majoritaire au sein de la NUP, ça pourrait être elle, mais il se dit qu'un accord pourrait être fait pour y placer Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste. C'est quand même un choix, que ce soit Aurélie Trouvé, Coquerel ou Valérie Rabault, ça raconte pas du tout la même histoire. La même histoire. Ah ben oui, c'est que Valérie Rabault, c'est quand même pas, je veux dire, elle s'est pas trompée de crèmerie en allant au Parti socialiste. C'est pas parce qu'elle savait pas qu'il y avait une porte à plus à gauche. C'est que c'est une femme qui a une conception de la société, de son développement économique et de ses équilibres qui correspond pas tout à fait à ce que pense la France insoumise. Emmanuel Macron avait même pensé à elle pour la nommer première ministre. Alors elle aurait refusé, mais bon, ça veut dire. Oui, et elle-même, on peut pas dire qu'elle ait manifesté un enthousiasme de dingue pour la NUP. Elle a fini par accepter l'investiture de la NUP, mais elle y serait allée sans investiture de la NUP et elle n'a pas porté la NUP aux gémonies. Donc, non. Ça va être la prochaine étape difficile pour la NUP, quand même, pour vous deux? Ça va être la prochaine étape difficile. Je ne sais pas si les socialistes vont porter la candidature de Valérie Rabault, mais si c'est le cas, ça sera déjà une première discussion, mais qui n'est pas sans importance, parce qu'en vérité, là, il y a quand même bien, ce que je dis, il y a quand même bien des sensibilités différentes sur des manières de voir le développement économique, la façon de faire richesse, d'utiliser notre richesse. Donc, je pense que c'est un moment politique important. Moi, je ne connais pas cette dame, Valérie Rabault, je ne suis pas assis ce qu'elle dit pour avoir vraiment un… On aurait aimé la connaître, ce n'est pas faute de l'avoir invitée plusieurs fois dans la matinale. Exactement. Mais du coup, je ne sais pas, je ne lis jamais ce qu'elle écrit, quoi que ce soit. En revanche, va se poser la question par rapport à ce que dit Catherine, dit ces deux visions différentes, des visions divergentes en tout cas du monde, qui pourraient s'opposer dans ce poste des candidats au poste de président de la Commission des finances. Mais en vérité, le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui voient ça en termes de légitimité. C'est-à-dire, et c'est sur le PS réfléchit parfois beaucoup comme ça, je les vois réfléchir comme ça. C'est-à-dire que Valérie Rabault, elle a une légitimité parce qu'elle est spécialiste des sujets économiques, peut-être parce qu'elle a une thèse en économie, j'en sais rien. Et c'est ça qui lui confère une légitimité. Et non, mais c'est pas négligeable. Et par exemple, tu parles d'Éric Coquerel. Moi, je trouverais ça tout à fait intéressant que Éric Coquerel, par exemple, préside cette commission, pourquoi pas, ou un autre. Mais la question de la légitimité, ils ont toujours tendance, les socialistes, mais globalement, les gens qui ont eu le pouvoir maintenant depuis 40 ans, de dire « Ah, mais lui, pas que, mon cher Pablo, c'est les énarques. La présidence de l'économie de la commission des finances, c'est un poste pour un énarque. » Tu vois, et tu sais pas pourquoi. Pierre a écrit un super livre là-dessus. Ils ont tué la gauche, tu vois, qui explique parfaitement ça aux éditions Fayard. Mais en vérité, les socialistes réfléchissent beaucoup comme ça, je trouve. Et cette question de la légitimité académique, je dis académique, mais de carrière, etc., pour prendre un poste qui, en vérité, nous, on pense que c'est un poste qui, en fait, définit des visions du monde. Voilà, je pense que là aussi, il va y avoir un débat. Pablo, franchement, moi, je te suis totalement sur ça. Moi, je considère que c'est un poste politique et que ça n'est pas un poste académique. La question de qui sont les dirigeants des partis de gauche
et comment ils sont recrutés et d'où ils sortent et quels sont leurs parcours. Enfin, je m'excuse, mais c'est quand même d'avoir fait Sciences Po, ça te donne plus de portes que d'avoir collé des affiches et des tracts. Hein. Je suis désolée, ça c'est vrai partout. Oui. Donc, C'est une vérité, mais contre laquelle il faut lutter. Oui, bien sûr, mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas propre au Parti socialiste. Je pense, moi, quand je dis que la gauche, elle doit réinventer beaucoup de choses, dont ses pratiques, dont ses manières de recruter, de faire vivre son organisation et son projet, je pense qu'il y a une question là qui est, en effet, que le recrutement au sein des élites et des écoles de formation des élites, etc., pour moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait, je pense que c'est même très important qu'il y en ait, mais qu'il y en ait dans les partis et aux directions des partis, mais pas, ça ne peut pas être omniprésent comme on le constate actuellement. Allez, merci à tous les deux et bonne fête de la musique à vous. Ce soir, ça va être la fête. Et avant de sortir, vous allez sur le site regard.fr et vous nous aidez. Voilà. Ouais. Bonne journée. Merci, à plus tard.